Bonjour Christine, Bonjour Marie-Christine. nous voici à nouveau rassemblés pour parler de la perversion narcissique et notamment Mhm. aujourd'hui je voudrais axer la vidéo sur le noyau Mhm. pervers. Est-ce que tu Mhm. pourrais nous expliquer ce qu'est le noyau pervers narcissique? Mm. Voilà, donc le noyau pervers narcissique, c'est un noyau que constitue le pervers narcissique pour avoir plus de pouvoir. Donc la perversion narcissique est une pathologie du pouvoir. Et donc, comment crée-t-il son pouvoir? Eh bien, c'est par ses relations, hein. Donc, il va se constituer des complices, on va dire, des complices qui vont trouver des bénéfices secondaires à collaborer avec le pervers narcissique dans sa quête de pouvoir. Donc il va essayer par des stratégies de... comment est-ce qu'on utilise ce terme? Pas vraiment le mettre de corrompre la pensée de l'autre, mais c'est rentrer dans la pensée de l'autre personne en la persuadant que c'est lui qui détient la vérité. Exactement, donc c'est ce qu'on a abordé dans la vidéo précédente, les techniques de persuasion coercitive, et qui visent finalement à endoctriner, envahir le psychisme de la victime, mais aussi celui des complices, hein. Donc la manipulation, elle va jouer aussi dans tout l'entourage du pervers narcissique. Il va utiliser son entourage pour renforcer son pouvoir, puisque la perversion narcissique est une pathologie du pouvoir. Et est-ce que tu pourrais m'expliquer les différentes formes de complices? Parce que je pense qu'il y a effectivement la complice, la personne qui est complice qui est victime. Il y a la complice qui se trouve dans un intérêt personnel également. Il y a la complice qui est amour et qui ne se peut imaginer tant soit peu que ce genre de personnage existe. En tous les cas, elles sont dans le déni de cette réalité. Et il y a peut-être encore d'autres formes de complicité consciente et inconsciente. Est-ce que tu pourrais m'expliquer les différentes positions par D'accord. rapport à ça? Donc, on a dans l'entourage du pervers narcissique des gens qui vont être attirés par lui, par son charisme, sa capacité, sa rhétorique, sa capacité oratoire, donc, ou par des intérêts économiques, relationnels, bon, toute forme d'intérêt, de bénéfice secondaire à collaborer avec le pervers narcissique. Donc ça, c'est les complices conscients. Donc ils sont conscients je veux dire, de la manipulation, et ils y trouvent des bénéfices secondaires. Donc ceux-là, on va dire, ont eux-mêmes des caractéristiques manipulatrices. Donc, D'accord. Est-ce qu'on pourrait peut-être donner deux exemples? Un exemple dans une société, par exemple avec une équipe, mhm. et l'autre, l'exemple dans la vie privée, dans le couple, par exemple. Oui, bon exemple. Donc, dans une société, le pervers narcissique, par exemple, va apporter certaines compétences dans l'entreprise en termes voilà, d'efficacité, de performance. Et donc, il va permettre à certains d'accéder à plus de grades et donc de bénéfices financiers. Et donc, ceux qui ont compris ces stratégies, eh bien, vont collaborer à ces stratégies et donc accepter certaines choses inacceptables, accepter de faire certaines choses inacceptables que le pervers narcissique veut imposer dans la société. Donc là, il va amener ses ressources finalement. Donc le complice Oui, va oui, apporter ses ressources oui. et ça peut être son empathie, sa Voilà, chaleur humaine, voilà. ses compétences techniques, ses Mm, compétences, enfin bref, mhm, toutes sortes de compétences. Et oui. là, le pervers narcissique va s'en approprier. Voilà, c'est ça, hein. Donc, et on voit ça dans certaines techniques de management, hein, dans certaines sociétés. Le pervers narcissique va amener ses managers finalement à exercer leur travail, mais de façon injuste, hein. Donc, pour plus de rentabilité, mais au détriment du personnel, voire entamer des procédures de licenciement abusif. Et le manager qui trouve ses bénéfices secondaires, il va s'exécuter en sachant que s'il ne s'exécute pas, évidemment, une fois qu'il est
pris dans l'engrenage et ça risque aussi de lui retomber dessus. Hein. Et il ne faut pas oublier que le pervers narcissique, il prive la personne de son identité. Mm. Donc ça peut même aller par une privation de vie privée. Donc on va lui donner tellement une surcharge de travail qui est une volonté finalement cachée de tu n'auras pas de vie privée, quoi. Donc il y a Tout à aussi fait. cette forme de Oui. manipulation et de perversion qu'on retrouve dans le pervers narcissique. Donc Oui, priver oui. finalement l'individu à avoir ses 8 heures de sommeil, Oui. ses 8 heures de vie privée et Voilà, ses 8 ouais. heures professionnelles si on peut couper, C'est ça, hein. j'ai envie de dire la tarte Voilà, comme ça. voilà. Donc Tout à il y a fait. aussi ce genre de... Oui, donc on en avait parlé dans la vidéo précédente, la persuasion coercitive qu'on voit dans les sectes, eh bien, elle peut se manifester aussi dans une entreprise où, ben voilà, si le pervers narcissique dirige certains managers, ben, il va leur donner une surcharge de travail et les priver de sommeil, envahir leur vie privée, même au-delà des heures de travail, pour davantage encore pouvoir exercer sa domination. D'accord. Et dans la vie privée, alors, est-ce que tu pourrais nous donner par exemple un exemple, justement, un peu ce côté sectaire dans une famille, parce que la famille Oui. sectaire, je pense qu'elle n'en est pas toujours consciente, qu'elle est dans cette Oui, oui. forme-là. Oui, donc c'est par exemple un partenaire qui a pris conscience de certaines caractéristiques manipulatoires du pervers narcissique, mais qui de nouveau, comme on le disait pour l'entreprise, il trouve un bénéfice secondaire, par exemple, en termes de confort matériel. Et donc finalement, bah, il va rester dans la relation en considérant que bah, voilà, il ne peut pas faire autrement, alors que finalement, ça c'est un choix de rester ou non dans ce type de relation, une fois qu'on en est conscient. Et donc ces avantages matériels vont faire qu'il va s'exécuter, il va accepter de faire des choses inacceptables, et notamment par exemple se taire quand le ou la perverse narcissique violente les enfants, ne rien dire, cautionner. Et comment pourrais-tu alors donner une astuce, par exemple, à une maman ou un papa qui se rend compte qu'il est dans une relation de privation d'identité avec une ou un pervers narcissique et qui n'ose pas quitter pour les enfants, alors qu'on sait que la relation est dysfonctionnelle et que les enfants perçoivent donc ce dysfonctionnel et que tôt ou tard l'enfant va avoir besoin d'exprimer ce mal-être. Mais les mamans n'osent pas partir pour une raison financière, les hommes n'osent pas partir pour une raison de privation des enfants. Pas facile de quitter une relation de ce type-là. Ben, il faut voir s'il s'agit de complices ou de personnes qui sont dans l'état de figement et qui se sentent impuissantes, incapables. On n'est pas dans le même cas de figure. Donc si c'est des complices dans le sens, par exemple, que je décrivais, qui considèrent qu'elles ont des bénéfices secondaires à rester en termes matériels, financiers par exemple, ben là c'est de bien réfléchir. Aux avantages et les inconvénients pour les enfants notamment, hein, et pour elles aussi. Et pour elles-mêmes, hein. Donc peut-être qu'il y a des avantages matériels, mais si on voit les conséquences catastrophiques sur la santé, hein, donc par exemple, bah, finalement, on va dépenser beaucoup plus d'argent dans des soins de santé à long terme que des bénéfices réels. Hein, et donc... puis cette privation de confiance en soi, d'estime de soi, oui. ça démolit voilà. une personne dans ce oui, quand je dis la santé, c'est aussi bien la santé physique que la santé mentale. Hein, on n'en sort pas indemne. Ou alors on est soi-même pervers. Donc ça, évidemment, il y a aussi des couples pervers. Hein. Donc, et qu'est-ce que tu pourrais nous dire alors sur la victime qui n'est pas consciente qu'elle est victime finalement, qu'elle est à milieu d'imaginer qu'elle est avec un pervers ou une perverse narcissique. Oui, donc, qui voit le dysfonctionnement mais qui n'arrive pas à mettre effectivement cette identité de pervers narcissique parce qu'elle est galvaudée. Oui. Donc il y a là toute une dimension éducative qui est présente chez certaines victimes, c'est de croire que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, une éducation judéo-chrétienne, être toujours gentil, tout le monde est gentil. Donc là, l'éducation judéo-chrétienne, ça joue un grand rôle, ou simplement une éducation qui est basée vraiment sur des valeurs humaines, mais sans suffisamment d'esprit critique. Donc vous avez
il y a des personnes qui sont vraiment beaucoup dans la générosité, l'altruisme, qui sont très empathiques, mais qui ne sont pas suffisamment critiques par rapport à la nature humaine. Et donc, bah oui, quand on comprend mieux la nature humaine, ben, on se rend compte que tout le monde n'est pas bienveillant, altruiste et empathique. Mais voilà, ça, ce sont des mécanismes projectifs, hein. Donc, les victimes qui ont ces caractéristiques-là ont tendance à projeter sur le pervers narcissique ce qu'elles sont elles-mêmes. Et de donc ne pas percevoir la dimension malveillante derrière une fausse écoute, un faux altruisme, hein. Ils peuvent bien mimer l'écoute ou l'altruisme, mais sans écouter. Déjà dans leur tête, ils pensent à la répartie suivante pour essayer de dominer, par exemple, hein. Donc, où ils se montrent altruistes, mais au fond, c'est par intérêt, hein. Donc, c'est un faux altruisme. Toujours un intérêt caché. Voilà, c'est ça, hein. Donc là, par rapport à ces victimes-là, ben, je pense que ça, c'est vraiment important de davantage prendre conscience de la nature humaine, de prendre conscience de ce qu'elles ont vécu qui les a amenées à, à voir les choses comme ça et remettre en question finalement cette éducation, ces croyances, cette éducation reçue qui bien sûr a ses côtés positifs, hein. Il ne s'agit pas de passer de l'altruisme à la malveillance, hein, mais de pouvoir avoir un esprit critique pour mieux repérer finalement à qui on a affaire et ne pas, oui, se protéger, ne pas d'emblée croire que l'autre est bienveillant. Je rebondirais alors sur l'enfant thérapeute, donc qui a grandi avec cette casquette de thérapeute et qui a toujours été au service d'eux. Est-ce qu'elle n'a pas plus de risque justement de tomber sur ce genre de relation parce qu'elle est dans le don d'elle-même pour, depuis la petite enfance, peut-être parce qu'il y a peut-être un parent malin ou que sais-je, mais en tous les cas l'enfant a ressenti que le parent avait besoin du soutien de l'enfant, alors que c'est normalement le contraire, c'est l'adulte qui soutient l'enfant et pas le contraire. Mais on voit quand même énormément des enfants qui sont là pour rassurer maman ou papa et soutenir. Il prend inévitablement cette casquette de thérapeute, l'enfant. Oui, oui, oui. Oui, ça, c'est les enfants thérapeutes dans des couples avec un pervers narcissique, c'est très fréquent parce que l'enfant a besoin que son parent aille bien. Et évidemment, si le parent victime ne fouille pas le pervers narcissique, et souvent c'est en disant c'est pour l'enfant, en fait il va de plus en plus mal. Et donc l'enfant perçoit évidemment cette détresse, même si elle n'est pas exprimée. Les enfants sont des éponges et ressentent la détresse du parent victime. Et donc qu'est-ce qu'un enfant fait? Il va finalement se mettre de côté ses besoins pour se pencher sur la souffrance, même si elle n'est pas exprimée, du parent victime, et nier ses besoins pour prendre soin des besoins du parent victime. Et donc le parent victime finalement évolue vers des symptômes anxieux, dépressifs, voire un burn-out, ou bien des symptômes plus alarmants comme les problèmes d'alcool, de drogue, les troubles alimentaires, toutes sortes de problèmes qui sont finalement la conséquence de cette relation d'emprise. Et l'enfant, il prend en charge le parent, il devient le parent du parent victime, hein. Donc, et ça, c'est vraiment un gros problème pour le développement de l'enfant, hein. Oui. Et est-ce qu'il y a aussi le risque justement dans la relation avec un pervers narcissique que l'enfant se retourne un jour ou l'autre, donc qui aurait, je sais pas moi, pris la défense de la maman pendant des années, et qui à un moment donné, il y a un revirement de situation et puis se fait happer par la dynamique du papa, mais ça peut être l'inverse bien entendu, et que finalement ce soit la maman qui devienne encore victime de l'enfant également. Ça, oui. Oui, donc là c'est le phénomène de l'identification à l'agresseur, hein. Donc, à un moment donné, l'enfant peut, à force de soutenir le parent victime, souffrir vraiment de cette situation, parce que ses besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits en tant qu'enfant. Et cette frustration peut être telle qu'à un moment donné, il va se rapprocher du parent fort, le parent
fort étant dans ce cas de figure le pervers narcissique et donc finalement sympathiser avec l'agresseur. On a alors le syndrome de Stockholm, c'est-à-dire l'identification progressive à l'agresseur, sympathiser, donc imiter le parent agresseur, imiter, excuser, protéger, et donc dans ce cas de figure-là, l'enfant peut devenir agressif même avec le parent victime, et ça peut aller de plus en plus loin si le parent pervers narcissique instrumentalise l'enfant dans son désir de détruire le parent victime. Ça peut aller jusqu'à l'aliénation parentale, et dans ce cas, l'enfant vraiment détruire le parent victime et mener une campagne de dénigrement contre lui, contre sa famille, contre ses proches, jusqu'à rendre la vie du parent victime aussi insupportable que le parent pervers narcissique. Et il y a alors la victime qui devient finalement figée, donc il y a encore ce type de victime aussi, qui est figée, qui ne bouge plus, qui est tout à fait perdu dans son, dans son mode de croyance. Oui, ça c'est dans les familles, on voit souvent qu'il y a un enfant qui est le faire-valoir choisi parce qu'il a certaines compétences que le pervers narcissique veut utiliser pour son propre narcissisme. Bon, par exemple, l'enfant est très doué dans le violon, par exemple, et il veut en faire un virtuose, son faire-valoir, hein, donc, et présenter à tout le monde son enfant comme un virtuose, et que grâce à lui, son enfant est devenu un virtuose, hein, donc ça c'est un cas de figure. Et puis on a l'autre cas de figure, l'enfant qui va servir de poubelle, hein, l'enfant bouc émissaire, qui, parce qu'il a une caractéristique différente, va être le bouc émissaire. La différence est insupportable au pervers narcissique, et donc cette différence, ça peut être n'importe quoi. Cet enfant a beaucoup de qualités humaines, ce qui est à l'opposé du parent pervers narcissique, par exemple. Il est hypersensible, ou jovial. Il est jovial, voilà. Plein de vie. Oui, plein de vie. Le pervers narcissique est dépourvu de vie. C'est quelqu'un qui fonctionne de façon tout à fait mécanique. Donc, un enfant qui est plein de vie va peut-être poser problème au pervers narcissique et devenir son bouc émissaire. Donc, toute forme de différence lui est insupportable, et donc l'enfant peut très vite alors devenir le bouc émissaire. Et en plus, ça sert la stratégie du pervers narcissique, qui est vraiment de diviser pour régner. Hein, donc, les pervers narcissiques vont diviser. C'est comme ça qu'il constitue son noyau pervers, c'est s'entourer des gens qui vont adhérer à son endoctrinement. Par peur, parfois. Par peur, hein, donc, parce que dans une famille avec un pervers narcissique, évidemment, ceux qui n'adhèrent pas à la doctrine vont être l'objet de représailles. Et donc, par peur, évidemment, certains vont finalement capituler et adopter l'endoctrinement. Et les autres vont être vraiment discriminés, faire l'objet de violences et des boucs émissaires. Et l'enfant serviteur, finalement, qui va servir au père, au papa ou à la maman, peu importe. Je prends un exemple, je ne sais pas moi, comme ça l'enfant pourra faire la vaisselle, il pourra faire la cuisine parce que maman est partie, donc voilà, l'enfant va commencer à faire les tâches ménagères, la prise de pouvoir finalement pour que l'enfant serve le pervers narcissique également, parce que c'est ce qu'il fait, le pervers narcissique se sert de l'autre. Tout à fait. Pour pouvoir obtenir ce qu'il veut obtenir à tout niveau. Dans la société, c'est pareil finalement. Oui, on se rend compte que dans la société, la perversion narcissique existe bel et bien, même s'il y a énormément de déni par rapport à ce terme qui a été galvaudé. Et j'ai entendu récemment que la justice ne veut même pas entendre le terme de perversion narcissique dans un couple. Donc on n'est pas conscient que cette personne est là pour détruire, et on utilise uniquement le conflit conjugal. Alors que non, c'est pas un conflit conjugal quand on est avec une personne qui a qu'une idée en tête, c'est priver l'autre de son identité, identité psychique, psychologique, à tout niveau. Donc c'est quand même encore une problématique de déni. Oui, tout à fait. Donc le déni, il est présent évidemment autour du pervers narcissique, chez le parent victime, chez l'enfant qui va être aussi victime à un moment donné.
et bien sûr dans la société. Et donc, pour parler du troisième type de victimes, donc les victimes qui se figent, donc ce sont des victimes qui sont déjà figées avant la rencontre avec le pervers narcissique parce qu'elles ont des traumatismes complexes. Donc, c'est-à-dire des traumatismes qui datent de l'enfance. Et donc, ces personnes, pour une raison ou une autre, ont vécu des traumatismes en étant seules, impuissantes, insécurisées, et donc leur corps s'est figé. Et la neurobiologie maintenant a étudié ces phénomènes-là, que face à ce genre de situation, quand le corps se fige, eh bien, le cerveau préfrontal n'est plus capable d'esprit critique, n'est plus capable de prendre du recul, d'analyser de la même façon que quelqu'un qui n'est pas traumatisé. Et donc, c'est ça qui explique que certaines victimes de pervers narcissiques à l'âge adulte, qui ont des antécédents traumatiques, ne repèrent pas la violence. Donc, elles ne repèrent ni la violence, ni la manipulation, et elles ne sont pas conscientes de l'impact sur elles-mêmes des traumatismes du pervers narcissique, puisqu'elles sont déjà dans cet état de figement. Donc il y a cet abus de pouvoir finalement qui fait que l'autre se soumet au pouvoir de l'autre sans discernement. Tout à fait, ouais. Donc ça, c'est une autre forme de déni. Donc on a le déni qui est plus lié à une sorte de complicité avec des bénéfices secondaires, et on a le déni qui est plus une forme de déni psychocorporel où la victime, étant complètement figée, ne perçoit pas tout ce qui se passe, et c'est ça qui explique des revictimisations répétées chez certaines victimes. Elles quittent le pervers narcissique pour tomber sur un autre, et puis sur un autre, ou sur quelqu'un qui est violent d'une autre façon. Donc c'est cet état de figement qui est repéré par les manipulateurs, les prédateurs, et cet état de figement qui les rend incapables de se protéger. Hein, cet état de figement donne un sentiment d'impuissance apprise. L'impuissance apprise, c'est pas seulement dans la tête, c'est d'abord dans le corps. Hein, c'est ça. Donc c'est ce qu'on appelle la dissociation. Oui, c'est ça, donc l'état dissociatif. Donc l'état dissociatif est lié vraiment au fait que l'amygdale au niveau du cerveau a été surchargée d'informations, attention, danger, et à un moment donné, ben, elle bloque, l'information n'arrive plus au cerveau préfrontal, elle va directement vers le cerveau reptilien, et là, les comportements de survie se mettent en place, et notamment le phénomène dissociatif, c'est-à-dire finalement que la personne est comme en état de mort. Hein. Donc il y a une sorte de mort interne, et cette mort interne est une protection. Hein. Donc on peut pas évidemment sortir quelqu'un d'une mort interne sans d'abord lui offrir des ressources. Hein. Donc cet état de mort interne, c'est une protection, c'est quelque chose qui aide à survivre quand on n'a aucune autre façon de se protéger. Et donc, la première étape pour sortir évidemment de cet état dissociatif, c'est d'apprendre des ressources, apprendre à se sécuriser, apprendre à retrouver confiance en soi, à développer ses capacités à dire non, enfin toute une série de ressources nécessaires pour faire face à l'emprise, faire face à des situations de conflits, etc. Et donc, c'est vraiment très important quand on a été victime dans l'enfance de se soigner ses traumatismes pour justement, en tant que parent, être capable de protéger les enfants. C'est pas en restant qu'on protège les enfants, c'est en développant ses capacités à se protéger, à retrouver un sentiment de puissance intérieure, sortir de cet état de mort interne pour pouvoir protéger les enfants. Sinon, c'est pas parce qu'on est là que ça suffit, évidemment. Hein. Et il y a aussi pour moi, cette importance de recréer du lien, recréer un lien sain, recréer un lien avec les enfants, recréer un lien avec du discernement. Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est désagréable? Est-ce que j'ai l'impression d'être seule au monde et qu'il n'y a plus de relations qui existent dans la famille, dans mon couple, ou en tous les cas, les relations sont même perturbées, même s'il y a beaucoup d'amour par rapport aux enfants, les enfants ressentent, donc toutes les relations dans cette famille dysfonctionnelle est impactée.
Donc il est important de pouvoir recréer du lien à l'extérieur, peu importe que ce soit par un sport, que ce soit par une activité ludique, que ce soit par des conversations à avoir avec des personnes qui peuvent vous comprendre, parce que malheureusement tout le monde ne peut pas comprendre, et comme il y a un déni sur la perversion narcissique, ça ne sert à rien d'en parler à tout un chacun. Ils ne vous comprendront pas nécessairement, mais si vous avez quelqu'un qui est bienveillant, qui connaît les mécanismes de l'emprise, de la manipulation, de la perversion narcissique, ça va aussi vous permettre de vous rendre compte que vous êtes dans une relation totalement toxique qui est aussi bien nuisible pour le parent que pour les enfants. Avec, en grandissant, il y aura quand même un travail à faire pour les enfants également pour sortir de ce mécanisme, donc créer du lien. Oui. Et malheureusement, c'est ce qu'on voit énormément. Pour le moment, dans la pandémie, ce lien a été coupé. Donc, donnez-vous l'autorisation de recréer du lien autour de vous. C'est important, me semble-t-il. Mais oui, parce que souvent, c'est ça le problème quand on a été victime, c'est que on était dans le déni, et quand on prend conscience de la violence, quand on prend conscience de la manipulation, on est alors dans une totale méfiance, on s'isole, et finalement, on n'arrive pas à recréer du lien avec les autres. On peut même passer dans des comportements agressifs, et donc qui ne permettent pas de reconstruire des liens. Donc l'agressivité n'est pas la protection de soi. On peut être en sécurité, poser ses limites calmement, on n'est pas obligé de passer par l'agressivité. Mais souvent, quand on sort du déni, c'est ce qui se passe, on n'a plus confiance. Et donc, c'est d'abord réinstaller en soi la confiance, se sécuriser, trouver des façons de s'apaiser, de se faire plaisir pour retrouver une sécurité interne. Et du coup, être capable d'aller vers les autres, et créer des liens sécurisants, des liens avec des personnes, évidemment, qui sont dans la bienveillance et qui peuvent être empathiques, compréhensives par rapport au vécu de la victime, et aider à ce processus de reconstruction de soi qui est très important, et donc pour éviter la revictimisation, bien sûr. Donc, parce que si on retourne dans le monde extérieur, mais avec les mêmes fragilités, il y a beaucoup de chances qu'on soit de nouveau victime. Ce genre de comportement, d'attitude. Voilà. Et j'ai envie de dire, soyez attentifs quand vous êtes dans le donner, de ne pas être tout le temps dans le donner, de pouvoir aussi recevoir, et ne pas vous empêcher de recevoir. Parce que si vous êtes dans le donner, vous allez attirer des gens qui prennent. Oui, c'est ça. Donc c'est important aussi de pouvoir donner et recevoir. Et vous allez voir qu'avec un pervers narcissique, il va donner au début, mais c'est uniquement pour vous apacher, pour vous mettre sous emprise. Et puis à un moment donné, ce sera des miettes, peut-être carrément le déni. Vous n'existerez plus dans la relation. Donc c'est important de pouvoir en prendre conscience aussi. De façon à que ce soit en entreprise ou que ce soit dans la vie privée, il n'y a pas de statut qui fait l'homme, c'est le respect qui fait l'homme. C'est sûr. C'est important de pouvoir le conscientiser. Voilà, c'est ça. Et s'autoriser à se dire non, ce genre d'attitude et de comportement n'est pas respectueux de part et d'autre. Donc c'est ce qu'on ne discerne plus. On ne discerne plus dans la société. Je pense personnellement, pour l'avoir observé, qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans la peur et qui valident finalement la violence, prennent pas position, ça ne me regarde pas, c'est pas mes affaires, et tout le monde se retire finalement de ces comportements de violence. C'est ça. Mais oui, c'est l'insécurité, la peur qui est à l'origine du fait qu'on va éviter de prendre position. Mais éviter de prendre position, c'est prendre position. On dit, voilà, qui n'approuve pas cautionne. Donc, quand on dit rien, c'est cautionné. Surtout dans l'esprit du pervers narcissique. Pour lui, si vous ne dites rien, de toute façon, vous êtes d'accord. Donc, tout à fait. Donc, comme c'est des esprits dominateurs, voilà, c'est ceux qui se taisent. Ça va se retourner contre eux. Donc voilà, on n'est pas à l'abri. Un jour ou l'autre, à un moment donné, donc, le manipulateur pervers narcissique va utiliser la personne qui va fonctionner et qui va cautionner. Et tant que vous cautionnez, la relation sera
de l'extérieur, on va croire qu'elle est bonne. Et à un moment donné, si la personne refuse de cautionner le comportement ou prend conscience que ce n'est pas OK, ben là, effectivement, la personne est rejetée. Hein. Voilà, tout à fait. Et donc, ça peut évidemment bien marcher pendant des années avec un pervers narcissique si on vraiment, si on se sacrifie, si on renonce à son identité. Mais si un jour, pour une raison ou une autre, vous osez mettre un avis contraire, ben voilà, le harcèlement commence. Hein. Donc, c'est vraiment entrer dans la relation avec un pervers narcissique, c'est vraiment un contrat de sacrifice. Hein. C'est vraiment sacrifier son identité, mais donc sa santé mentale et sa santé physique, hein, donc à long terme. Hein. Je pense qu'on a fait le tour, Oui. sauf si tu vois encore quelque chose qu'on n'aurait pas abordé au niveau des victimes. Je pense qu'on a parlé de tous les types de virginité. Oui, je pense. Donc, voilà, éviter justement cette prise de pouvoir de l'un sur l'autre dans le couple. Et même par rapport aux enfants. Et peut-être encore, comment est-ce qu'une famille peut se rendre compte qu'elle est sous la forme sectaire. Oui, donc dans la mesure où il y a un problème de différenciation, on l'a vu dans la vidéo précédente sur les techniques de manipulation perverse, l'absence de différenciation, par exemple, dans beaucoup de familles à fonctionnement pervers narcissique, par exemple, pour donner un simple exemple, j'ai eu souvent des témoignages de personnes qui disaient « Chez moi, il n'y avait pas de porte, il n'y avait pas de serrure, on ne pouvait pas fermer à clé, il n'y avait pas l'accès à l'intimité, c'était interdit. » L'accès à l'intimité était interdit. Et donc ça, c'est vraiment une caractéristique de ce genre de famille, c'est qu'il n'y a pas moyen de se différencier physiquement, avoir son espace à soi, aussi bien que psychologiquement. Donc la porte est vraiment très symbolique. Symboliquement, c'est vraiment ça, quoi. Donc on ne peut pas avoir de jardin privé, on ne peut pas avoir d'espace privé. Le problème de la différenciation est vraiment essentiel dans les familles à fonctionnement pervers. Et je vois aussi beaucoup d'adultes qui se sentent obligés d'aller rendre des comptes à un des parents, jusqu'à exprimer ce qu'on a fait la veille, avec qui on était, ce qu'on a fait, ce qu'ils ont dit, et, alors que l'adulte n'est plus obligé d'aller rendre des comptes. Et je prends même l'exemple d'un monsieur passé la quarantaine, qui se sentait obligé de dire à son papa qu'il avait encore eu des relations sexuelles avec sa femme la veille. Donc le papa se disait fonctionnel avec son fils et il se disait fusionnel. Donc ce n'était ni fonctionnel ni fusionnel, c'était une emprise finalement. Voilà, c'est ça. Donc l'enfant devenu adulte était encore toujours dans une position d'enfant, à aller exprimer sa vie privée et même intime à son parent. Donc c'est la perversion. Donc, ah oui, complètement. Hein. Donc l'indifférenciation, c'est une fusion où on doit tout dire. On doit tout dire, alors que paradoxalement, ce qui caractérise aussi ces familles perverses narcissiques, c'est le secret pervers. Donc, c'est très paradoxal. Et toute la famille pervers narcissique, le pervers narcissique lui-même, fonctionne de façon paradoxale. Donc, d'un côté, il y a un interdit de différenciation, on est complètement fusionnel, et d'un autre, il y a le secret pervers. Donc, ce secret pervers qui peut être... bien sûr, le plus gros secret, c'est l'inceste, la violence physique aussi parfois, ou ça peut être voilà, des secrets plus sournois, hein. Ça peut être violence psychologique, une escroquerie, enfin, toutes sortes de choses qui sont vraiment tabous, un tabou, quel qu'il soit. Et ce tabou va vraiment clore le système, on ne peut pas trahir, c'est vraiment... J'ai comparé aux sectes, mais on peut comparer aussi les familles à fonctionnement pervers narcissique à la mafia. Hein, donc dans la mafia, c'est le même principe, c'est la loi de l'omerta, c'est-à-dire la loi du silence. Hein, donc on ne peut pas trahir, et si on trahit, c'est la mort. Donc c'est exactement ça, donc la mort par exclusion. Hein, donc voilà, dans le monde animal, si on est exclu, si on est seul, on meurt. Hein, donc, qui peut mener au suicide aussi. Qui peut mener le harcèlement, qui peut, donc à ce moment-là, la victime est harcelée et ce harcèlement peut la mener au suicide. Donc c'est la loi de l'omerta, hein, donc c'est très très violent. Hein. Voilà. Et ne pas oublier que le pervers narcissique, il a un visage en privé
et qu'il a autant de masse que ce qu'il a de contact, parce qu'on ne parle pas de relation avec lui, mais de contact à l'extérieur. Donc, aller dire à une personne, mais non, ce n'est pas un pervers narcissique, attention, parce que vous ne voyez jamais le même masque que ce que la personne derrière les coulisses peut observer au quotidien. Que ce soit dans la vie professionnelle, que ce soit dans la vie privée, que ce soit dans le sport, on le voit également, dans le domaine du patinage, ça ressort fort pour le moment. Donc le visage que le pervers narcissique va donner en public sera toujours effectivement la plus belle des panacées. Il pourrait même idolâtrer en tant que magnifique personne, et c'est derrière finalement que tout se passe. Donc, mais on peut quand même repérer, si on n'est pas figé, hein, on peut quand même repérer que tout ça est calculé et mécanique. Donc le pervers narcissique est incapable de chaleur humaine, est incapable vraiment d'aimer. Et donc il peut imiter, mais c'est mécanique. Et donc même s'il paraît parfait, c'est que apparence. Et il ne dégage pas cette humanité qui, voilà, qui fait partie souvent justement des caractéristiques des victimes. Hein, c'est d'être voilà, dans le don de soi, dans la générosité, l'empathie. Lui, il en est dépourvu et il n'est pas capable d'exprimer spontanément cela. Il peut tenter d'imiter cela, mais il n'est pas capable de vraiment être sincère et de l'exprimer. Voilà. Je pense que c'est important de pouvoir le repérer. C'est ça. Un bon point de repère. Un bon point de repère, oui, c'est cette absence de chaleur humaine, c'est très important. Ouais. Et donc, voilà, si vous avez aimé la vidéo, bah, vous pouvez mettre un petit like, vos commentaires sont voilà. toujours les bienvenus. Voilà. Bon, merci. Merci.